Alors que nous assistons de plus en plus à une polarisation croissante entre l'Est et l'Ouest à l'échelle mondiale, avec une nouvelle fois une forme d'effondrement du centre entre l'Est et l'Ouest, c'est-à-dire un effondrement de l'Europe, de quoi ces phénomènes tragiques sont-ils les symptômes? Qu'est-ce qui agit de peuple en peuple et qui, en tant qu'élément du peuple, se différencie de celui d'un autre? Par exemple, ce qui différencie spirituellement le peuple russe des peuples anglo-américains ou encore des peuples d'Europe du centre. Dans la 10e conférence du cycle intitulé Les exigences sociales fondamentales de notre temps, Rudolf Steiner éclaire ces questions d'un tout autre point de vue encore qu'il ne l'a fait dans d'autres conférences. En exhortant son public à développer une réelle connaissance de la réalité et à cesser de s'en tenir à des abstractions et manières de penser stériles. Cette conférence est donnée le 15 décembre 1918 à Dornach en Suisse. Le livre dont elle est issue est publié aux éditions d'Hervy. Il est traduit par Marie-France Rouel. La traduction est revue par Gudula Gombert. Le lecteur est Stéphane Le Joly. La référence de ce livre dans l'œuvre complète de Rudolf Steiner est GA 186. 10e conférence, Dornach, le 15 décembre 1918. Note du lecteur, je vais passer le premier paragraphe de cette conférence, de cette 10e conférence, parce que Rudolf Steiner fait référence à quelque chose qu'il a présenté lors de la 9e conférence. Cette mention est assez courte, je vais passer directement à la suite de la conférence. Fin de la note du lecteur. Je veux à présent rattacher encore une chose aux considérations auxquelles nous nous sommes livrés. Vous avez vu qu'il m'importait de vous montrer qu'il faut juger les impulsions sociales du présent avec le regard que nous propose la science de l'esprit. Il nous a fallu accorder une grande valeur, mais pas de manière abstraite comme on le fait habituellement, à l'idée selon laquelle on ne doit pas croire tout simplement qu'on peut penser de façon uniforme dans le monde entier au sujet des impulsions sociales. C'est justement ce qui troublera toute pensée et tout jugement concernant la question sociale et induira en erreur si l'on ne tient pas compte du fait que sur ce globe terrestre civilisé, les communautés humaines sont différentes. Il faut donc éviter de tomber dans l'erreur qui fait dire « En ce qui concerne la question sociale, telle ou telle chose est valable, la société humaine doit être ordonnée de telle ou telle façon ». Il faut bien plutôt soulever la question suivante. Quelles sont les forces qui, au sein de l'humanité de l'Est, de l'Ouest et du Centre, conduisent aux exigences sociales? Et nous avons caractérisé de la manière la plus diverse, du point de vue des symptômes extérieurs, ainsi que du point de vue occulte, intérieur, comment il faut penser cette différenciation entre l'humanité de l'Ouest, du Centre et de l'Est, auquel nous rattachons notamment aussi l'Est européen, la Russie. Sans la connaissance de cette différenciation, une représentation féconde de la question sociale est absolument impossible. Demandons-nous à présent, quel est donc, nous avons souvent effleuré le sujet, nous allons aujourd'hui mettre en évidence quelques aspects dans le détail, quelle est donc la qualité fondamentale des âmes dans cette époque qui a commencé au XVe siècle et qui, comme je vous l'ai dit, va se poursuivre jusque dans le 3e millénaire? Quelle est la qualité fondamentale que développe l'âme humaine? Cette qualité, qui actuellement ne s'est encore que peu manifestée sous sa véritable forme, qui en est à ses débuts et ne cessera de se développer, c'est l'intelligence humaine, l'intelligence en tant que qualité de l'âme.
Si bien qu'au cours de cette période, l'être humain sera de plus en plus appelé à juger de tout à partir de cette intelligence qui est la sienne, et notamment dans les domaines social, scientifique et religieux, car il constitue, à vrai dire, tout l'environnement de la vie humaine. Cette représentation de l'être intelligent, de l'être humain, qu'il me faut nécessairement éveiller ici, vous sera peut-être plus facile si vous comprenez que, pour la 4e époque post-atlantéenne, on ne peut pas dire, au sens où on l'entend aujourd'hui, que l'être humain en tant que personnalité voulait se placer sur le seul terrain de l'intelligence. J'ai particulièrement insisté sur ce point dans mon livre Les énigmes de la philosophie, au sujet de la réflexion philosophique. Dans cette 4e époque qui s'acheva au XVe siècle après Jésus-Christ, il n'était pas nécessaire aux humains de se servir personnellement de l'intelligence. Avec les perceptions du monde environnant et l'ensemble des rapports qui existaient entre la vie et le monde, les concepts, les idées, donc ce qui est intellectuel, se répandaient dans l'être humain, de même que la couleur et les sons pénètrent dans l'homme par la perception. Pour les Grecs, par exemple, ainsi que pour les Romains, le contenu des choses intellectuelles était perception. Depuis le XVe siècle, ce qui est intellectuel ne peut plus, pour les êtres humains, être le résultat d'une perception. Le fait de percevoir des concepts reste hors du champ du monde des perceptions. L'être humain ne reçoit plus les concepts, les idées en même temps que les perceptions. Et c'est une erreur de croire que ce grand changement n'a pas eu lieu au tournant du XVe siècle. Cette erreur qui repose sur l'incapacité de différencier, bien des êtres humains la remarquèrent déjà dans la vie extérieure. Pour l'Européen, par exemple, il apparaît aisément qu'il considère tous les Japonais comme absolument identiques, bien qu'ils soient aussi différents les uns les autres que les Européens. Il ne fait aucune différence. De même, la science actuelle ne différencie pas les diverses époques. Elle les croit toutes semblables. Mais ce n'est justement pas le cas. Un formidable changement s'est produit vers le XVe siècle. Les êtres humains ont cessé de percevoir les concepts en même temps que les perceptions. Ils ont commencé à devoir les élaborer eux-mêmes par leur travail. L'être humain actuel doit donc se forger les concepts à partir de sa personnalité. Nous n'en sommes qu'au début, mais cela se développera toujours davantage. Et précisément sur ce plan de la formation de l'intelligence, les individus de l'Ouest, du centre et de l'Est sont différents au plus haut point. Les exigences théoriques actuelles du prolétariat étant des exigences intelligentes, comme cela est naturel dans cette 5e époque post-atlantéenne, ère de l'âme de conscience, il est important d'envisager le rapport de la nature intelligente de l'âme humaine tel qu'il se différencie sur la Terre, même sur le plan des impulsions sociales. Voyez-vous, on sous-estime l'importance de ces choses pour la raison qu'aujourd'hui encore elles agissent sous plus d'un rapport uniquement dans le subconscient. Avec son pensée facile, l'être humain n'aime guère distinguer les choses en pleine conscience. Mais tout homme a aussi en lui un homme intérieur, dont la lumière ne rayonne dans la conscience que jusqu'à un certain degré. L'homme intérieur fait des distinctions très nettes, comme par exemple entre les êtres humains de l'Ouest, du centre et de l'Est, selon que l'individu est lui-même de l'une ou l'autre région. Ce n'est pas l'individualité qui est visée, mais ce qui dans l'être humain appartient à la nature du peuple. Je vous prie de toujours bien faire la différence.
Naturellement, l'individu s'élève au-dessus de l'élément du peuple. Il est certain qu'il y a des êtres humains chez lesquels, aujourd'hui, le caractère du peuple n'agit guère. Ce sont ceux qui s'efforcent d'être des êtres humains, sans laisser le caractère de leur peuple agir en eux. Mais dans la mesure où celui-ci agit, il s'exprime de la manière que nous avons déjà caractérisée à plusieurs reprises et que nous allons envisager maintenant sous différents angles, en rapport avec la question sociale. Lorsque surgit une chose comme la question sociale, justement, comme d'ailleurs toute autre chose dépendant de la communauté, et non de l'individu, le caractère propre au peuple entre toujours en considération. Et le membre de la nation britannique, celui du peuple allemand ou l'habitant de la terre russe, je différencie intentionnellement de cette façon, ces trois êtres humains peuvent bien, en tant que tels, avoir un jugement tout à fait identique. La politique anglaise, allemande, russe ou encore l'organisation de la structure sociale ne pourront, elles, être identiques. Elles seront obligatoirement différenciées, parce que dans ces domaines, l'élément communautaire entre en jeu. Ce n'est donc pas tant le rapport individuel d'homme à homme que nous mettons ici en question, mais ce qui agit de peuple à peuple et qui, en tant qu'élément du peuple, se différencie de celui d'un autre. Il me faut toujours souligner nettement ces choses, car elles sont systématiquement mal comprises, en partie par bienveillance, en partie par malveillance. Prenons un exemple. Je vous prie de comprendre ces choses sine ira. Elles ne sont pas une critique, mais seulement une indication de fait. Veuillez donc les recevoir sans sympathie ni antipathie. Prenons un Européen du centre qui observe d'une part la vie des populations anglophones et d'autre part celle des populations de langue russe, la manière dont elles vivent avec les modes de représentation de leur peuple. Donc, à nouveau pas de l'individu, mais du peuple. Il aura peut-être consciemment toutes sortes d'opinions. On s'exprime bien sûr aujourd'hui sur tel ou tel sujet selon l'opinion publique, ce qui n'est que paresse personnelle. C'est possible. Mais l'homme intérieur de cet Européen du centre, s'il juge, ce dont il n'a pas besoin de devenir conscient, s'il regarde à l'ouest, du côté de la population anglophone, s'il envisage le peuple dans son expression politique et sociale, dira « Ce sont des Philistins ». Note du lecteur, cette expression n'est plus guère utilisée aujourd'hui. Être philistin, bien c'est être une personne de goût vulgaire, fermée aux arts et aux lettres, aux nouveautés. Soyons bien au clair que dans ce passage, Rudolf Steiner ne parle pas d'opinion et de jugement conscient des êtres humains, mais de jugements, entre guillemets, qui sont actifs dans le subconscient. Fin de la note du lecteur. Je reprends. L'être humain intérieur de cet Européen du centre, s'il juge, ce dont il n'a pas besoin de devenir conscient, s'il regarde à l'ouest du côté de la population anglophone, s'il envisage le peuple dans son expression politique et sociale, dira « Ce sont des Philistins ». Et s'il porte son regard sur la Russie, il dira « C'est la Bohême ». Naturellement, je m'exprime de manière un peu caricaturale, mais il en est ainsi. Bien sûr, il entendra lui-même de droite et de gauche « Tu peux bien nous appeler Philistins ou Bohêmes, mais toi, tu es un pédant ». Cela se peut, certes, c'est l'opinion émise à partir de l'autre point de vue. Mais ces choses sont plus réelles qu'on ne le pense, et ces réalités doivent être extraites des profondeurs du devenir humain. Or, il y a une chose singulière.
Chez la population anglophone, l'intelligence est instinctive. Elle agit instinctivement. C'est là un nouvel instinct qui a surgi dans l'évolution de l'humanité, l'instinct de penser intelligemment. Ce que l'âme de conscience est censée éduquer précisément, l'intelligence, la population anglophone l'exerce instinctivement. Elle est naturellement douée pour l'exercice instinctif de l'intelligence. La population russe, quant à elle, se distingue de la population anglophone comme le pôle nord du pôle sud, ou bien encore, pourrait-on dire, comme le pôle nord de l'équateur, pour ce qui est de cette impulsion de la nature intelligente. En Europe du centre, j'y ai déjà fait allusion, l'intelligence n'est pas instinctive, elle doit être acquise, inculquée. C'est la grande, l'énorme différence. En Angleterre, en Amérique, l'intelligence est instinctive. Elle a toutes les propriétés d'un instinct. En Europe du centre, elle n'est pas innée, mais elle doit être acquise par l'éducation. Elle doit être saisie au cours du devenir de l'être humain. En Russie, je m'appuierai sur diverses démonstrations littéraires afin que vous ne pensiez pas que j'invente ces choses. On se querelle sur ce qu'est en réalité l'intelligence. D'après les indications de certains Russes éclairés, ce qu'on y appelle intelligence est tout à fait autre chose que ce qu'on entend par là en Europe du centre et à plus forte raison en Angleterre. En Russie, l'homme intelligent n'est pas celui qui a appris telle ou telle chose. Qui rangeons-nous parmi les intellectuels? Ceux qui ont appris quelque chose, qui ont assimilé certaines connaissances et qui ainsi ont éduqué leurs pensées. Comme je l'ai dit, cela est même inné en Europe occidentale et en Amérique. Mais nous ne nous permettrions toutefois pas de ne pas ranger parmi les intellectuels un commerçant, un fonctionnaire ou un représentant de n'importe quelle profession libérale. Le Russe, lui, se le permet. Pour lui, ils ne font pas d'emblée partie des gens intelligents. Chez les Russes, un homme intelligent doit être quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui est arrivé à une certaine conscience de soi. Le fonctionnaire qui a beaucoup appris, qui a une opinion sur beaucoup de choses, n'a pas besoin d'être un homme éveillé. En revanche, l'ouvrier qui réfléchit sur sa relation à l'ordre social, qui est éveillé au niveau de sa réflexion sur son rapport à la société, est intelligent, lui. Et il est très significatif que l'on soit même obligé d'employer le mot intelligence dans un tout autre sens. Car voyez-vous, alors qu'à l'ouest l'intelligence est instinctive, innée, qu'au centre elle est acquise par l'éducation, ou du moins développée, à l'est elle est traitée comme une chose qui n'est rien de tout cela, mais qui est réveillée depuis les profondeurs de l'âme. On s'éveille à l'intelligence. C'est ce que remarquent tout particulièrement bien les membres du parti des cadets, qui trouvent que cette croyance en l'éveil explique pourquoi on peut observer chez la classe intellectuelle russe une certaine suffisance, une certaine surestimation de soi, malgré toutes les autres qualités d'humilité. Note de l'éditeur, le parti des cadets provient du mot Kadetten, K plus D, c'est-à-dire constitutionnel plus démocratisch, constitutionnel et démocratique. C'est un mouvement réformateur modéré fondé en 1904. Fin de la note de l'éditeur. Cette intelligence russe occupe une place toute particulière dans l'évolution de l'humanité. Si vous ne vous laissez pas abuser, si vous ne vous illusionnez pas au sujet des symptômes extérieurs,
mais que vous recherchiez ce qui est intérieur, alors même si cette intelligence vous semble aujourd'hui insignifiante chez tel ou tel Russe, d'après vos concepts d'Européens de l'Ouest ou du Centre, si vous ne vous laissez pas influencer par les symptômes, mais regardez le fondement des choses, alors vous pouvez dire « Elle est préservée de tout élément instinctif. Elle ne doit pas, c'est ce que pense le Russe, se laisser dévorer par quelque instinct humain que ce soit, et il ne faut pas croire non plus qu'avec ce qu'on acquiert d'intelligence, on peut parvenir à quoi que ce soit de particulier. » Le Russe veut, bien sûr inconsciemment, protéger l'intelligence jusqu'à ce que vienne la 6e époque post-atlantéenne, la sienne, afin qu'elle ne le fasse pas descendre jusque dans les instincts, mais que lui l'élève là où le soi-esprit s'épanouira. Tandis que la population anglophone fait sombrer l'intelligence dans les instincts, le Russe veut l'en préserver. Il ne veut pas l'y laisser descendre. Il veut prendre soin d'elle, même si elle est aujourd'hui encore bien faible, afin qu'elle demeure intacte pour la période à venir où le soi-esprit, le pur spirituel, pourra être pénétré par cette intelligence. Lorsqu'on considère ainsi le fondement de tout cela, il apparaît une chose que toute personne ayant un jugement non prévenu ne peut que critiquer foncièrement, et qui cependant est imposée par une certaine nécessité de l'évolution de l'humanité. Comme je l'ai dit, les Russes eux-mêmes, les Russes éclairés qui caractérisent ces choses, découvrent très justement que l'intelligence russe a pour base 2 éléments qui appartiennent à son évolution. L'intelligence russe a reçu sa configuration, son caractère actuel, parce que le Russe qui développait son intelligence, qui voulait s'éveiller, a tout d'abord été opprimé par la violence policière. Il a dû se défendre jusqu'au martyre contre cette violence. Comme je l'ai dit, on peut condamner celle-ci, mais il faut se forger un jugement objectif à son propos. D'un côté, le caractère spécifique de cette intelligence russe qui veut se conserver pour les impulsions spirituelles futures de l'humanité, est totalement conditionné par la répression policière qui la conduisit au martyre. Et de l'autre côté, les écrivains russes le mettent constamment en évidence parce qu'elle veut se garder pour des temps à venir. Elle est bien évidemment quelque chose d'étranger au monde d'aujourd'hui. Elle ne vient pas facilement à bout de la vie. Elle est orientée vers toute autre chose que ce qui vit dans le monde présent. De sorte qu'on peut dire que sur ce plan également, la vie de l'âme russe est tout le contraire de celle de la population anglophone. On peut dire qu'à l'ouest, l'intelligence est protégée par la police, et qu'à l'est, celle-ci l'a en horreur. On peut préférer l'un ou l'autre, mais il s'agit de constater les faits. Donc à l'ouest, l'intelligence est protégée, son caractère particulier doit se répandre dans la vie extérieure, doit être partout au cœur de la structure sociale. C'est à partir de leur intelligence que les êtres humains doivent participer à la structure sociale, etc. En Russie, qu'il s'agisse du tsar ou de Lénine, l'intelligence est réprimée par la police et le sera encore longtemps. Et c'est peut-être justement en cela que réside le nerf de sa puissance. Si l'on veut exprimer les choses de manière schématique, en même temps que juste, on peut dire que l'intelligence est pourchassée en Russie, domptée en Europe centrale, et qu'à l'ouest, elle n'est déjà apprivoisée. Lorsqu'on fait cette répartition, on tombe vraiment sur ce qui est juste, même si les mots résonnent curieusement.
En Angleterre et en Amérique, l'intelligence n'est apprivoisée pour tout ce qui concerne l'État constitutionnel, la politique extérieure, ainsi que la structure sociale. En Europe centrale, elle s'apprivoise, et à l'Est, elle aimerait courir librement, mais on la pourchasse. Voilà les choses qu'il faut vraiment envisager si l'on veut voir la réalité, si l'on ne veut pas simplement les aborder d'une manière chaotique qui ne permettra jamais d'arriver à un quelconque discernement. En résumé, d'une part, les êtres humains sont différenciés pour ce qui est de l'intelligence, dans la mesure où le caractère du peuple agit en eux. Ils sont différenciés, comme je l'ai indiqué à diverses reprises, et comme je le redis à nouveau aujourd'hui, à partir d'un certain point de vue. Mais d'un autre côté, il faut en même temps qu'en cette époque de l'âme de conscience, cette différenciation soit percée à jour et qu'on ait la possibilité de la dépasser. Dans la vie, il y a deux façons de la dépasser pratiquement. Il s'agit tout d'abord de la connaître. Si l'on ne fait que déclamer, à partir de points de vue abstraits généraux, que telle ou telle proposition sociale est la bonne, sans connaître la différenciation au sein de l'humanité, cela n'a aucune valeur. On ne fait que parler en passant à côté de la réalité. Donc, ce qui importe, c'est le discernement concernant ces rapports. L'autre point est que grâce à ce qu'il vit en tant qu'être humain, l'être humain est en mesure de s'élever en quelque sorte au-dessus de tout cela, tout en tenant compte de la différenciation s'il veut rester dans le concret. On ne doit pas croire que les êtres humains sont tous les mêmes sur la Terre et qu'il est possible de résoudre partout la question sociale de la même façon. Il faut savoir que l'on doit résoudre celle-ci de manière différente, parce qu'elle-même demande à être résolue ainsi, c'est-à-dire à partir des impulsions des différents caractères des peuples. Mais cela n'est possible qu'à la condition que propose ici la science de l'esprit. En effet, comment voulez-vous, si vous avez un idéal social plus ou moins chaotique ou même harmonieux, l'appliquer à tous les êtres humains? Vous ne pourrez l'appliquer que de manière unilatérale. Vous pouvez avoir les idées les plus belles, dont vous pourrez même apporter la meilleure démonstration. Vous ne pourrez pas ne pas croire qu'elles apporteront le bonheur à tous les hommes de la terre. Et c'est vraiment ce qui fait le malheur de notre époque. Qui donc, lorsqu'il parle d'idées sociales ou politiques aux êtres humains, croit ou pense donc aujourd'hui autre chose que ceci? Dans le monde entier, les rapports doivent être ordonnés de telle ou telle manière. Et avec les idées que je propose, l'humanité entière peut être heureuse. C'est pourtant ainsi que pensent les êtres humains aujourd'hui, et on ne peut guère penser autrement, étant donné nos habitudes de penser, mes chers amis. Mais prenez les idées sociales tirées de la science spirituelle et que j'ai exposées ici il y a quelque temps. Vous verrez qu'elles rompent avec les habitudes de pensée de notre époque, qu'elles ont un tout autre caractère. Je vous ai dit qu'il ne s'agissait pas d'avoir un quelconque idéal social uniformisé, mais d'étudier la question: qu'est-ce qui cherche à se réaliser dans la réalité? J'ai attiré votre attention sur une articulation ternaire de cette vie qui, jusqu'à présent, était englobée de manière chaotique dans l'état unitaire. Aujourd'hui, on peut voir partout un cabinet, un parlement, et pour les gens, c'est un idéal de tout rassembler de manière chaotique dans un parlement. Je vous ai dit que la réalité tend à distinguer ce qui est réuni là en une unité. La vie culturelle, comprenant aussi la vie juridique,
non pas la justice administrative, mais la justice civile et pénale, constitue une partie. La vie économique, une autre. Et celle qui réglemente les deux autres est une troisième, celle où l'on administre, où le service de sécurité est assuré, etc. Ces trois domaines sont placés les uns par rapport aux autres, tout comme le sont aujourd'hui les États. Ils correspondent par l'intermédiaire de représentants, règlent leurs rapports mutuels, mais si je peux employer l'expression, ils sont en soi souverains. On pourra faire une analyse cinglante de mes dires, les critiquer radicalement, mais ce faisant, on critiquera non pas une certaine conception, mais ce qui cherche à se réaliser au cours des 40 à 50 années à venir. Cette triarticulation vous donne tout simplement la possibilité de tenir compte des différents existants au sein de l'humanité. Car si vous n'avez qu'un système unitaire, il vous faut l'imposer à toute l'humanité. C'est comme si vous vouliez habiller de la même veste un homme petit, un autre de taille moyenne et un géant. C'est une image, je ne parle pas ici de la taille des pays. Mais avec cette articulation ternaire, vous avez la possibilité d'avoir quelque chose d'universel. L'Ouest se développera, sur le plan de la structure sociale, de sorte que chez lui dominera ce qui est administration, constitution, la régulation de la vie publique en général, la sécurité au sens le plus large, etc. Les deux autres domaines seront subordonnés à ce secteur. Ils en seront dépendants. Par contre, il en est autrement pour d'autres régions. L'un des trois domine, et les deux autres sont à leur tour plus ou moins dépendants. Donc, parce que vous avez une triarticulation, il vous est possible de trouver la différenciation de la réalité. Ce qui est seulement unitaire, vous devez le répandre sur toute la Terre. Mais vous pouvez dire de ce qui est triarticulé en soi, à l'ouest c'est le premier élément qui prédomine, dans les pays du centre c'est le second, et à l'est le troisième. De cette manière, ce que vous trouvez comme idéal de la structure sociale se différencie sur toute la planète. Ce qui distingue la conception représentée ici à partir de la science de l'esprit des autres conceptions. La conception issue de la science spirituelle est dès le départ applicable à la réalité, parce qu'en elle-même, elle se laisse différencier et qu'elle peut ensuite être appliquée à la réalité de différentes manières. C'est la différence entre une conception abstraite et une conception concrète. Une conception abstraite est une somme de concepts qui fait croire qu'on est heureux ou qu'on peut apporter le bonheur à l'humanité. Avec une conception concrète, on sait que là, c'est le premier élément qui pourra se développer, puis le second ou le troisième. Le premier, le deuxième ou le troisième sont alors applicables à d'autres situations extérieures. Voilà ce qui distingue de tout dogmatisme une conception basée sur la réalité. Le dogmatisme jure par les dogmes, mais ceux-ci ne peuvent s'imposer qu'en tyrannisant la réalité. Une conception réaliste est, comme la réalité elle-même, vivante en soi. De même que l'organisme humain, ou tout autre organisme, est en soi mobile et vivant, n'offrant rien de définitivement achevé, une conception réaliste est vivante en soi. Elle évolue vers l'un ou l'autre côté. Envisager cette différence vous sera extraordinairement précieux pour changer vos habitudes de pensée. Changement si nécessaire aux êtres humains d'aujourd'hui et dont ils sont pourtant si loin encore, bien plus qu'ils ne le pensent en réalité. Et ce que je vous dis là est très intimement lié à la science de l'esprit d'orientation anthroposophique. Voyez-vous,
Pour la science ordinaire, la seule à être en usage aujourd'hui, l'être humain est une unité. L'anatomiste, le physiologiste actuel observe le cerveau, les organes des sens, les nerfs, le foie, la rate, le cœur. Pour eux, ce sont des organes qu'ils attribuent à un organisme unitaire. Vous savez que nous ne le faisons pas. Nous distinguons l'être humain tête, c'est-à-dire l'homme neurosensoriel, de l'homme poitrine, c'est-à-dire l'homme de la respiration et de la circulation du sang. Et enfin l'homme métabolique, ou bien homme des extrémités, homme musculaire. Comme vous le savez, nous distinguons un homme tripartite, et celui-ci vit dans le monde. Et c'est parce qu'en sciences spirituelles d'orientation anthroposophique, nous ne sommes pas attachés abstraitement à l'homme unitaire, que le chercheur en cette science trouve l'ordre social dans lequel s'inscrit l'être humain en tant qu'être triarticulé. Car cette répartition anthroposophique de l'être humain est le fil conducteur. Ces trois parties ne sont en effet plus ou moins que les symboles extérieurs de ce qui se trouve en l'être humain lui-même, car l'être humain prend racine dans tous les mondes. Mais lorsque nous considérons cette triarticulation, elle est pour nous le fil conducteur pour envisager la différenciation entre les êtres humains sur toute la Terre. Je vous prie, lorsque je m'exprime sur ces choses, de les considérer à nouveau sine ira, car je ne fais que caractériser. Je ne critique ni ne dis quoi que ce soit pour influencer favorablement ou défavorablement, dans un sens ou dans l'autre. Note du lecteur, pour la seconde fois, Rudolf Steiner utilise l'expression sine ira, qui est une locution latine et qui signifie sans colère ni passion, ou encore sans haine ni partialité. Fin de la note du lecteur. Commençons par l'homme russe, par l'Européen de l'Est. On ne peut pas l'étudier si l'on envisage uniquement l'anatomie, la physiologie ou la psychologie actuelle sans voir l'homme triarticulé que j'ai esquissé dans mon livre Des énigmes de l'âme. Car lorsqu'on envisage ce qui est la particularité actuelle des âmes russes et du peuple russe en général, je vous prie de bien noter que je dis actuel. On peut dire la chose suivante. En Russie, que les Russes me pardonnent, mais c'est la vérité, l'homme tête est chez lui. Je dis que les Russes me pardonnent, car ils ne le croient pas eux-mêmes, mais ils se trompent. Vous direz peut-être, en Russie, c'est l'homme-cœur qui est chez lui, et la tête, justement, est plus à l'arrière-plan. Vous ne pouvez affirmer cela que si vous n'étudiez pas convenablement la science de l'esprit. En effet, la culture tête des Russes apparaît plutôt comme une culture cœur, parce que, si je peux me permettre l'expression prosaïque, le Russe a le cœur dans la tête. Chez lui, le cœur agit si fort qu'il agit vers la tête, qu'il traverse toute l'intelligence, qu'il pénètre tout. L'action du cœur sur la tête, sur les concepts, les idées, structure toute la culture de l'Est européen. Que les Européens du centre, à leur tour, ne m'en veuillent pas, mais la caractéristique essentielle de l'ensemble de la culture d'Europe centrale est que chez eux, la tête tombe continuellement dans la poitrine, et que le ventre ou les extrémités sont constamment attirés vers le cœur. C'est pourquoi l'Européen du centre s'en sort si terriblement mal, parce qu'en réalité, il ne se situe ni à un bout ni à un autre. Je vous ai décrit cela en vous disant qu'auprès du gardien du seuil, l'Européen du centre fait notamment l'expérience de l'hésitation, du doute, de l'insécurité. Note du lecteur, lorsque Rudolf Steiner mentionne ici le gardien du seuil,
il parle d'une réalité occulte que tout être humain rencontre, un être que tout être humain rencontre au moment de l'initiation. Rudolf Steiner la présente dans son livre Comment acquérir des connaissances des mondes supérieurs. Fin de la note du lecteur. Et que les Européens de l'Ouest, eux non plus, ne se formalisent pas, car vous devinez déjà ce qui reste à présent. Leur culture est surtout une culture du bas-ventre, des muscles. Et ce qui est curieux, c'est que tout ce qui provient de la culture des muscles, dans la nature du peuple naturellement, pas dans l'individu, agit aussi intensément dans la tête. De là le caractère instinctif de l'intelligence, de là aussi le fait que c'est là-bas que naquit la culture musculaire au sens moderne de la vie, le sport, etc. Vous pouvez en trouver confirmation partout dans la vie extérieure, si seulement vous avez la volonté d'étudier réellement les choses sans préjugés. Seule la science spirituelle d'orientation anthroposophique vous donnera un fil conducteur. Chez le Russe, le cœur monte dans la tête. Chez les anglophones, c'est le bas-ventre qui monte à la tête. Mais la tête agit en retour sur lui et le dirige. Il est très important de considérer ces choses. Point n'est besoin de toujours les exprimer de manière aussi radicale, comme nous le faisons entre nous. Mais nous nous comprenons, bien entendu, car il va sans dire que nous sommes bienveillants entre nous jusqu'à un certain point et savons prendre ces choses de manière objective, sans sympathie ni antipathie. Vous voyez qu'il faut considérer l'être humain triarticulé, qu'il faut vraiment savoir que l'être humain est construit d'après le modèle de la Trinité, si l'on veut aussi étudier les différenciations sur les plans de la physiologie et de la psychologie. Et c'est bien ce qui est essentiel, que les hommes n'aient pas seulement, comme le dit le pasteur, de l'intérêt les uns pour les autres, mais que le véritable intérêt d'être humain à être humain règne. Or celui-ci ne peut se fonder que sur le discernement. C'est une abstraction creuse que de dire « j'aime tous les êtres humains ». Aborder l'être humain, donc également les communautés humaines, avec compréhension est nécessaire si l'on veut acquérir un jugement sur celles-ci, ainsi que sur leur structure sociale. Mais cela n'est possible qu'en partant de la nature tripartite de l'être humain. Si on ne sait pas, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, quelle est la partie du corps qui prédomine dans une communauté humaine, on ne peut pas connaître l'homme. Il faut de quelque manière un fil conducteur pour parvenir à un certain discernement, sans quoi on mélange tout pêle-mêle. Voilà ce qui importe. C'est pourquoi la science de l'esprit d'orientation anthroposophique tient compte de la réalité. C'est pourquoi aussi elle est souvent désagréable aux êtres humains. Car, en raison de certains préjugés, ceux-ci ne veulent pas qu'on les perce à jour. Dans la vie privée, cela leur est même horriblement désagréable, et l'on peut presque dire que, sur 10 personnes ainsi devinées, 9 deviendront des ennemis. Elles le deviendront d'une manière ou d'une autre, certaines peut-être inconsciemment, mais elles le deviendront. Les êtres humains n'aiment pas être percés à jour, même si c'est à la lumière de ce qui est communiqué ici et doit servir l'élévation de l'amour sur la terre. L'amour humain abstrait, j'ai souvent fait cette comparaison, est comme l'amour que le poêle doit développer par sa chaleur. Si on lui dit « tu es un poêle », il est donc de ton devoir de poêle de chauffer la pièce. Et qu'on n'allume pas le feu, toute exhortation morale sera vaine.
Il en est de même pour les sermons du dimanche après-midi. On peut prêcher l'amour et encore l'amour autant que l'on veut. Si on ne donne pas le combustible, ce par quoi les êtres humains et leur communauté seront reconnus, ces prêches n'ont aucune valeur. Vous voyez dans quel sens nous pouvons concevoir la science de l'esprit anthroposophique comme le combustible nécessaire au véritable intérêt entre les êtres humains, au juste développement de l'amour entre les hommes. Même les faits historiques importants qui sont à la base des impulsions sociales actuelles, je les ai développés devant vous en tant que symptomatologie il y a quelque temps, ne doivent entrer dans le discernement humain qu'à partir du point de vue d'une conception de la réalité. Si nous considérons ce que nous avons déjà dit au sujet des différences entre les mondes occidentales, centrales et orientales, et qui traversent à présent vos âmes de manière encore plus riche, si vous portez désormais un regard vraiment compréhensif sur ces mondes, vous vous poserez tout de même une question. D'où vient donc, hormis ce qui a déjà été dit, que par exemple l'intelligence russe veuille se garder pour des temps à venir? Il faut une force plus importante pour préserver l'intelligence de l'assaut des instincts en quelque sorte, que pour exercer l'intelligence innée, instinctive. La force nécessaire est plus importante. À cela pourvoient, si je puis dire, certaines dispositions dans l'évolution de l'humanité occidentale. Prenez seulement le fait que la Russie fut à bien des égards tenue à l'écart des courants culturels qui se sont développés en Occident. J'ai déjà caractérisé cette stagnation de l'Est dans une époque de culture antérieure, à partir d'un autre point de vue. Prenez par exemple le schisme qui eut lieu au IXe siècle et prit fin au Xe siècle. Souvenez-vous qu'une forme antérieure du christianisme fut repoussée vers ces régions où elle resta stationnaire, conservatrice. Une certaine forme du christianisme des premiers siècles s'est donc conservée à l'Est. L'Occident, lui, a entre-temps continué à développer son christianisme. C'est une chose. D'autre part, l'Est connut l'influence des Tartares venus d'Asie, une influence qui fut poussée en avant, venant donc de sa propre partie orientale. Mais ceci n'est que l'expression de ce que sur la terre russe, des forces humaines antérieures, refoulées de l'Ouest, continuaient de vivre, qui prirent en elles les forces humaines venant d'Asie dans, je dirais, un état plus juvénile que l'humanité d'Europe occidentale. Prenez par exemple la culture d'Europe centrale dans sa dépendance par rapport au protestantisme. Cette dépendance est plus grande qu'on ne le pense habituellement. Au fond, toute la culture du centre de l'Europe est configurée par l'impulsion du protestantisme, non pas par telle ou telle confession, mais bien par l'impulsion du protestantisme, ce dernier n'étant lui aussi qu'un symptôme pour qui observe les choses d'un point de vue supérieur. L'essentiel est l'impulsion spirituelle qui agissait dans le protestantisme. Toute la science, telle qu'elle est pratiquée dans ces régions, la forme même qu'elle revêt, est en réalité influencée par le protestantisme sans lequel la culture du centre de l'Europe n'est pas pensable. Ce qui est particulièrement prédominant à un endroit existe ailleurs d'une autre façon, dans un autre rapport à la vie, comme je viens de le montrer à propos des missions sociales de l'anthroposophie qu'il faut même appliquer de manière différenciée. En Europe centrale, le protestantisme a plus volontiers, dirais-je, incité l'être humain à s'appuyer sur sa nature intelligente. L'intelligence de ces populations,
dont nous avons vu qu'elle doit être acquise, est bien liée au protestantisme. L'action catholique qui s'est élevée contre ce dernier est elle-même protestante, si on l'observe correctement, sauf bien sûr lorsqu'elle vient du jésuitisme qui, lui, a arrêté consciemment l'élan amené par le protestantisme. Mais l'impulsion vivant dans le protestantisme agit, je dirais, dans toute sa pureté en Europe centrale. Comment a-t-elle agi en Europe occidentale ? Étudiez les rapports historiques en vous appuyant sur l'étude des symptômes. Vous trouverez ceci. En Europe occidentale et en Amérique, le protestantisme agit de telle manière qu'il correspond, comme une évidence, à l'instinct intelligent inné qui vit même davantage dans la vie politique que dans la vie religieuse. Il agit de façon tout à fait naturelle. Il pénètre toute chose, il n'a pas besoin d'avoir un caractère spécifique, même si des cœurs réformateurs se sont enflammés ici ou là. Il n'a pas besoin d'en appeler à une réforme, comme celle qui bouleversa l'Europe centrale. À l'Ouest, il est là tout naturellement. On pourrait dire que l'homme moderne occidental est né protestant, tandis que l'Européen du centre discute en tant que protestant, car le protestantisme suscite justement les débats sur les choses intelligentes. Là, ce n'est pas inné. Le Russe, quant à lui, refuse le protestantisme. En sa qualité de Russe, il ne veut ni ne peut y adhérer. La nature russe et le protestantisme sont incompatibles. Ce que je vous dis là ne s'exprime pas seulement dans l'appréhension de la confession religieuse, mais aussi dans la réception de toute impulsion culturelle. Prenez par exemple le marxisme dans les pays occidentaux. Dans ces pays, il est reçu a priori comme une protestation contre les anciennes conditions de propriété, etc. Dans les pays du centre, on discute beaucoup à ce sujet, on se querelle, on doute, et entre autres, de nombreuses paroles inutiles y sont prononcées. Cela correspond au caractère de ces populations. En Europe de l'Est, le marxisme revêt des formes singulières. On s'attache tout d'abord à le modifier tout à fait. Il est, à vrai dire, entièrement imprégné et coloré par l'orthodoxie russe. Il porte, non dans ses idées, mais dans la manière dont le Russe lui-même se positionne à son égard, l'empreinte de la foi orthodoxe. Ceci simplement pour vous rendre attentif au fait qu'il est nécessaire d'aller au-delà des choses extérieures pour regarder l'intérieur. Vous apprendrez beaucoup si, pour les choses les plus diverses de la vie, vous prenez l'habitude de vous dire « les mots, tels que nous les employons aujourd'hui, sont déjà pour la plupart de la monnaie usée. Ce qu'on pense aujourd'hui selon l'usage du langage ne correspond en fait jamais exactement à la réalité. Partout, il nous faut aller voir au-dedans des choses. Je dirais que le protestantisme tel qu'on le définit ordinairement d'après les habitudes de pensée actuelles ne dit plus rien qui soit conforme à la réalité. Mais il faut l'envisager de manière à pouvoir dire également, tel qu'il se manifeste dans le marxisme, ou si vous voulez dans la politique, ou même dans la science, là, il nous donne ce qui correspond à la réalité. Il est aujourd'hui absolument nécessaire de chercher à dépasser les formes trompeuses des mots et des concepts pour appréhender la réalité de façon vivante. Tout dépend de cela, et surtout la juste interprétation de l'impulsion la plus importante du présent, de l'impulsion sociale. De cela dépend aussi la juste analyse des événements de notre temps. Et c'est parce que les hommes ne sont pas du tout habitués à regarder la réalité,
Parce qu'ils sont complètement éloignés des représentations qui lui sont conformes, qu'ils portent de faux jugements sur les événements. Ils posent toujours la question de la responsabilité, de l'innocence à propos des dernières catastrophes liées à la guerre, bien que cette question en tant que telle n'ait pas le moindre sens. C'est pourquoi je vous ai exposé il y a longtemps déjà comment les choses étaient au fond contenues dans les impulsions universelles. De même que la carte que j'ai dessinée devant vous est actuellement en cours de réalisation, de même les autres choses le sont aussi. Note de l'éditeur. L'anglais Labouchere publia dès 1890 dans son hebdomadaire satirique Truth une carte de l'Europe qui devint réalité après 1918, où l'Autriche était présentée comme une république reconnue par la Société des Nations, la Tchécoslovaquie comme un État indépendant et l'Allemagne comme un ensemble de petites républiques. Sur le territoire russe, on peut lire Russian Desert, désert russe, État pour expérience socialiste. D'après Arthur Polzer-Hoditz, Kaiser Karl, Zurich, 1929. Et Thomas Mayer, Ludwig Polzer-Hoditz, ein Europäer, Bâle, 1994. Voir aussi la conférence de Rudolf Steiner du 4 décembre 1916. Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Das Karma der Unwahrhaftigkeit. Considération historique contemporaine, le karma de la non-véracité, première partie, dans le livre dont la référence est GA 173. Fin de la note de l'éditeur. Je reprends. De même que la carte que j'ai dessinée devant vous est actuellement en cours de réalisation, de même les autres choses le sont aussi. Elles se réalisent. Elles se réaliseront exactement de la manière que j'ai décrite ici. Il faut avoir le sens de ce qui est réel et ne pas s'arrêter à l'enveloppe des mots. Celle-ci doit souvent être employée pour caractériser les choses, mais il ne faut pas s'y attacher. Lorsqu'on voit la réalité, on doit donc comprendre le jugement que portent actuellement les pays de l'entente et les Américains sur les pays du centre, également à partir du point de vue de cette réalité. Je l'ai déjà dit. Lorsque la guerre commença, j'ai entendu de tous côtés qu'on critiquait foncièrement ce que les pays du centre avaient fait. En revanche, l'actuelle politique de puissance, qui est pourtant par trop évidente, est beaucoup moins critiquée par ceux-là même qui critiquèrent sévèrement à l'époque, alors qu'ils auraient suffisamment de motifs pour cela. Je crois n'avoir jamais pris parti pour personne, mais avoir simplement caractérisé les situations. Je n'ai donc aucune obligation de défendre de quelque manière que ce soit des personnalités dont l'existence sans masque s'est révélée avec le temps. Mais que l'adoration sans borne vouée à Wilson, par exemple, et à tout ce qui gravite autour, soit moins de l'ordre de l'inclination humaine pour l'idolâtrie que le culte de Ludendorff, qui s'est développé dans les pays du centre et relève certes de la psychiatrie sociale, c'est tout de même une chose qui doit être soigneusement tranchée et à propos de laquelle on ne peut parler de façon superficielle. J'ai déjà dit ici, à partir d'un autre point de vue, que lorsqu'un être humain peste contre un autre, dit du mal de lui, la faute n'en revient pas toujours, ce n'est même que très rare, à celui qui est visé. Bien sûr, il se peut aussi qu'il soit méchant, mais cela, cette méchanceté en lui, est pour l'observateur objectif de la réalité, la raison la plus insignifiante des injures en question. Le plus souvent, la vraie raison est le besoin d'insulter. Et ce besoin se cherche un objet. Il veut se soulager. Il cherche aussi à donner à ses idées une telle tournure que celle-ci semble naître de manière justifiée de l'âme de celui qui insulte. Il en est souvent ainsi dans les relations entre individus.
Mais à grande échelle, dans le monde, il n'en va pas non plus autrement. Il faut seulement voir que là, les raisons sont aussi plus profondes. Voyez-vous, il est tout à fait compréhensible et naturel que dans les pays de l'entente et en Amérique, les gens condamnent non seulement les individus au pouvoir, mais aussi la population des pays du centre, et disent toutes sortes de choses en ce sens. On peut le comprendre, car quel effet aurait leur politique du moment s'ils affirmaient ces gens des pays du centre ne sont pas si mauvais. Dans le fond, il leur suffirait de développer leur bon côté pour que tout aille bien entre nous. Parler ainsi cadrerait peu avec la politique qu'ils pratiquent. Il faut dire dans le monde ce qui vous justifie. Mais si je dis qu'il faut savoir comment les choses naissent de la réalité, j'ai alors une conception plus profonde. Il est parfaitement évident que l'ensemble de l'opinion publique des pays de l'entente n'exprime pas ces choses parce qu'elles sont vraies, mais pour justifier son comportement. Bien souvent, lorsqu'on invective quelqu'un, on ne le fait pas parce que la victime est comme ceci ou comme cela, mais parce qu'on éprouve le besoin d'insulter et qu'on veut le soulager. Il s'agit vraiment de considérer les choses autrement qu'à notre habitude. C'est cela qui importe. Saisir la science de l'esprit au plus profond de son âme est sous bien des rapports encore tout autre chose que ce que se représentent de nombreuses personnes affirmant même appartenir au mouvement anthroposophique. Vu de l'extérieur, de manière abstraite, et nous arrivons là à un autre chapitre, on pourrait croire que le socialisme actuel, les exigences sociales du présent, proviennent d'impulsions sociales. J'ai caractérisé récemment comment l'être humain oscille entre les pulsions ou instincts sociaux et antisociaux. Qui cultive des pensées abstraites considéra comme tout à fait évident le fait que de nos jours, le prolétaire moderne, qui a une ambition sociale, soit né du social, car il est d'usage, n'est-ce pas, de définir le social à partir du social. Mais cela n'est pas vrai. Quiconque observe le socialisme prolétarien actuel conformément à sa réalité sait que le socialisme, qui apparaît aujourd'hui sous la forme du marxisme, est un phénomène antisocial. Il naît des impulsions antisociales. C'est la différence entre des définitions abstraites, entre un pensée abstrait et un pensée conforme à la réalité. Qu'est-ce qui anime les hommes qui aujourd'hui veulent réaliser le socialisme dans le sens indiqué ici? Sont-ce par hasard des instincts sociaux? Non, ce sont des instincts antisociaux. Je l'ai même montré hier en prenant une donnée extérieure, la forme même de la formule de base. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Cela veut dire ressentez la haine pour les autres classes afin de sentir le lien qui vous unit. Vous avez là l'une des impulsions antisociales. Et on pourrait en citer ainsi à l'infini en étudiant la psychologie sociale de l'époque présente. C'est la différence entre le nouveau mode de pensée qui se développe, qui doit se développer et que la science de l'esprit d'orientation anthroposophique doit encourager, et ce qui correspond aujourd'hui aux habitudes de pensée courantes. Si le point de vue anthroposophique sur la question sociale rencontre tant d'opposition, c'est aussi parce que les gens ne peuvent pas penser conformément à la réalité, parce que surtout ils ne peuvent pas penser de manière différenciée et croient même souvent, lorsque quelqu'un y parvient, qu'il se contredit lui-même. D'importantes questions du moment ne peuvent être résolues que grâce à un pensée conforme à la réalité. J'en citerai une qui se rattache à ce dont nous avons déjà parlé. J'ai dit ce qui hante particulièrement les esprits des prolétaires, ce qui constitue le principe meneur de leur mouvement, c'est qu'à l'ancien esclavage s'est substitué l'asservissement par le travail.
dans la mesure où dans la structure sociale actuelle, le travail est une marchandise. J'ai insisté hier sur le fait que la tâche du pensée social consiste justement à séparer la marchandise de la force de travail. La structure sociale ternaire dont j'ai parlé renferme déjà l'impulsion qui l'en séparera, car elle n'entraînera pas des conséquences logiques, mais les conséquences de la réalité qui correspondent aussi à la réalité intuitionniste. Anschauungswirklichkeit. Une autre question s'ajoute à celle-ci. Vous savez qu'une des exigences fondamentales du matérialiste prolétariat, à connotation marxiste, est la socialisation des moyens de production, qui doivent donc devenir propriété collective. Ce ne serait là qu'un début, la socialisation des terres, etc., devant suivre. Vous savez aussi, d'après ce que je vous ai exposé, que la nationalisation, ou plutôt la collectivisation des moyens de production et des terres est inscrite au programme de la République soviétique de Russie. Cela nous amène à la question sous-jacente, la plus importante de notre époque dans le domaine social. On peut la formuler ainsi. Si l'on considère les pays du centre et ceux de l'Est, l'intervention sociale dans la culture ou le chaos actuel doit-elle faire qu'il y ait toujours davantage d'individus propriétaires, possesseurs, ou que la communauté devienne propriétaire? Vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce qu'un maximum d'individus doit posséder des biens, ou bien pour éviter les injustices, tout ce qui peut être possédé, la terre, les moyens de production, etc., doit-il devenir propriété collective? C'est une question sous-jacente très importante. La tendance du pensée prolétarien est aujourd'hui de confier tous les biens à la collectivité. Mais par rapport aux impulsions sociales les plus importantes, le fait qu'un individu, une association ou la communauté soit propriétaire ne fait aucune différence. La collectivité, pour qui peut étudier la réalité, cela se trouve confirmé, ne sera ni pire ni meilleur patron que l'individu. Cela réside simplement dans la nature des faits, comme une loi naturelle, mais on ne s'en rend pas compte. C'est pourquoi on est dans l'erreur. Car la question est celle-ci. Faut-il que tous les êtres humains deviennent propriétaires? Cela serait possible s'il n'y avait pas de propriété collective. Je ne peux développer plus avant la réalisation technique, mais elle est tout à fait applicable. Donc, cela serait possible s'il n'y avait pas de propriété collective, mais que selon les opportunités offertes sur un territoire quelconque, chaque individu fût propriétaire de manière équitable. Tous doivent-ils devenir propriétaires? Ou bien est-ce que, comme le veut la pensée prolétarienne actuelle, tous doivent devenir prolétaires? Voilà l'alternative. La pensée prolétarienne veut faire de tous les êtres humains des prolétaires, dont la collectivité serait l'unique patron. Or, lorsqu'on peut saisir la réalité, c'est le contraire qui advient, car il ne sera jamais possible de parvenir à la structure sociale ternaire en faisant de tous les hommes des prolétaires. La tendance de la structure tripartite à laquelle il faut arriver est la liberté de l'individu sur les plans corporels, psychiques et spirituels. On ne peut y arriver si tous les êtres humains sont prolétaires, mais chaque homme peut y parvenir si tous ont une base de propriété. Note du lecteur, dans ce passage, Rudolf Steiner met l'accent sur le fait que la propriété, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit collective, ne fait pas du propriétaire un meilleur ou un moins bon patron et ne résout pas non plus les questions de justice ou d'injustice. Par contre, s'il n'y a pas de propriété individuelle, ce qui est en jeu ici,
c'est que ne peut pas se manifester et se développer pleinement la tendance des temps actuels qui est celle de l'aspiration à la liberté chez les êtres humains. Cette aspiration requiert, pour son développement, qu'existe une possibilité de propriété pour tous les individus. Fin de la note du lecteur. Il faut en second lieu arriver à réguler les rapports de sorte que tous soient égaux devant la loi, devant la Constitution, le gouvernement en général. Liberté sur le chemin spirituel, égalité, disons dans l'État, si nous voulons garder cette appellation pour l'un des trois domaines, et fraternité pour ce qui est de la vie économique. Je connais des livres pleins d'esprit qui soulignent à juste titre que ces trois idées, liberté, égalité, fraternité, se contredisent. Bon, l'égalité contredit incontestablement la liberté. De brillants écrivains l'ont exprimé dès 1848 et même auparavant, et c'est tout à fait exact. Lorsqu'on jette tout pêle-mêle, les choses se contredisent. Liberté dans le domaine spirituel, juridique, celui de la religion, de l'enseignement, de la jurisprudence, égalité dans le domaine de l'administration du gouvernement, de la sécurité, fraternité dans le domaine économique. Dans ce dernier se situe la propriété qui demande seulement à l'avenir à être gérée de manière adéquate. Dans le domaine de la sécurité et de l'administration se situe le droit. Et dans celui de la vie spirituelle et juridique, la liberté. Lorsque les choses sont réparties sur le modèle de la Trinité, elles ne se contredisent pas. Car ce qui se contredit dans les pensées est conforme à la réalité, justement parce que dans la réalité, les choses appartiennent à des domaines différents. La pensée a du mal à avancer dans les contradictions, cependant que la réalité vit dans les contradictions. Or, on ne peut pas saisir la réalité si on ne saisit pas les contradictions, si dans ses pensées on ne peut les suivre. Vous voyez que la science de l'esprit d'orientation anthroposophique, telle qu'elle est entendue ici, a vraiment des choses à dire sur les questions les plus importantes de notre époque. Certains d'entre vous comprendront peut-être cela quand même, et verront aussi que la manière dont on devrait penser au sujet de cette science spirituelle devrait au fond être influencée par la conscience de sa position face aux exigences les plus importantes de l'époque. Cela est intimement lié à la manière dont je dois par exemple me représenter personnellement comment doit se positionner cette science anthroposophique, ou son représentant, dans la vie culturelle actuelle. Naturellement, nos contemporains n'arriveront pas d'un coup à voir ces choses de manière juste. N'allez pas croire, et ceux qui me connaissent ne le croiront certainement pas, que lorsque je caractérise ces choses, cela soit pure sottise ou bien encore vanité personnelle. La nécessité des faits m'oblige continuellement à caractériser dans un sens ou dans l'autre. Il en est vraiment ainsi, et je vous ai montré en diverses occasions que je ne suis pas enclin à surestimer ce que je peux et ce que je veux. Je connais les limites, et je sais bien des choses dont peut-être on ne se doute pas que je les sais. Mais justement, pour ceux qui peuvent me juger un peu en ce sens, il m'est peut-être permis de dire, si je peux employer l'expression, elle ne convient pas exactement, mais il n'y en a pas d'autre, que, entre guillemets, j'appelle une chose de tous mes vœux. Il s'agit d'une certaine distinction entre ce qui est voulu ici et tout ce avec quoi on le confond très fréquemment. Combien y a-t-il de gens aujourd'hui encore qui voient ici ou là telle ou telle société occulte, ou prétendant l'être, et n'accepteront pas la distinction que la saine raison humaine permet de faire entre ces sociétés
et ce qu'on peut trouver ici. Car même si nous sommes loin d'atteindre la perfection, nous nous efforçons ici de vraiment tenir compte de la conscience de l'époque. Allez donc voir comment tous ces mouvements, que l'on considère comme occultes ou analogues, tiennent compte de la conscience de l'époque. Tous ces francs-maçons, avec leurs grades traditionnels et leurs hauts grades, ainsi que toutes les communautés religieuses les plus diverses, vivent encore dans le passé, si bien qu'ils ne sont pas en mesure de vraiment prendre en compte la conscience moderne. Où parle-t-on donc des fondements que l'on trouve dans ces choses? Où parle-t-on des questions brûlantes du présent d'une manière résolument moderne, adaptée à la réalité? Certes pas dans les rituels et préceptes de l'une ou l'autre maçonnerie ou communauté confessionnelle. On aimerait qu'une faculté de discernement se répande. Certes, la tâche n'est pas rendue facile, je l'avoue, car pour les raisons historiques que je vous ai décrites, la société dont il s'agit ici a été confondue au début avec la société théosophique, ou même toutes sortes d'autres sociétés. Note du lecteur, Rudolf Steiner, lorsqu'il parle ici de la société dont il s'agit ici, fait référence à la société anthroposophique, telle qu'elle existait avant 1923-1924. Fin de la note du lecteur. Vu de l'extérieur, ce fut peut-être une erreur. Sur le plan karmique, cela était justifié. Note du lecteur, il s'agit donc ici du fait que, au début, Rudolf Steiner a été secrétaire général de la Société théosophique, quoique il enseignait dès ce moment l'anthroposophie et uniquement l'anthroposophie. Fin de la note du lecteur. Il eût été plus intelligent de fonder cette société anthroposophique sans aucune sorte de lien avec d'autres sociétés, afin qu'elle ne compte que sur elle-même. Certes, vu de l'extérieur, c'eût été plus judicieux, car toute la bourgeoisie philistine de la société théosophique, toute cette antiquaille, n'y aurait pas pénétré. Bien sûr, elle n'a pas pénétré de l'anthroposophie, mais le fonctionnement de la société sous bien des rapports. Si l'anthroposophie vivait de façon juste dans notre société, ce qu'elle ne fait justement pas, cette société pourrait déjà, du moins dans un certain sens, être le modèle d'un tiers de la structure sociale que recherche l'anthroposophie même, le tiers culturel, comprenant aussi l'aspect juridique. Car le droit, qui en réalité devrait régner entre les anthroposophes, d'individu à individu, devrait être une chose entendue. Lorsque l'un d'entre nous va se plaindre de l'autre à l'extérieur, d'une manière ou d'une autre, je ressens toujours cela comme une rupture des plus nettes avec ce qui doit se développer entre nous. La conscience du droit, tel qu'il est admis dans une des trois parties de la structure sociale, doit se développer également chez nous. Mais il faudra encore beaucoup de temps pour que cette société anthroposophique contienne véritablement ce qu'elle pourrait contenir selon les véritables impulsions de l'anthroposophie. Encore faut-il que se développe auparavant l'oreille pour la vérité intérieure. Cette oreille que si peu de gens possèdent de nos jours. C'est parce que le don de distinguer, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui, à vrai dire, était censé venir du dehors, ne vient pas, qu'il est nécessaire d'en reparler de temps à autre à partir de tel ou tel point de vue. Je voudrais dire aujourd'hui ceci. Ce qui, par moi, vit dans ce mouvement anthroposophique, diffère du reste, pour la raison que j'ai toujours travaillé selon le principe énoncé dans la préface de mon livre Théosophie, à savoir que je ne communique rien d'autre que le fruit de mon expérience personnelle. Je ne divulgue ici que des choses dont je puis répondre personnellement. Ici, nous ne cultivons en aucun cas le recours à une autorité, comme cela se fait habituellement en d'autres lieux.
Il m'est par conséquent permis de dire que le courant spirituel qui est conduit par le mouvement anthroposophique ne dépend d'aucun autre, mais uniquement de la spiritualité qui traverse le présent, et uniquement de cela. C'est pourquoi je vous prie de prendre cela avec le plus grand sérieux. Je n'ai aucune obligation envers quiconque de taire ce que j'estime nécessaire de dire à notre époque. La loi du silence n'existe pas pour celui qui n'a d'obligation envers personne pour ce qui est de son bien spirituel. Voilà déjà une base qui permet de distinguer ce mouvement des autres. Car quiconque affirme que ce qui est prononcé au sein de la science de l'esprit d'orientation anthroposophique l'est autrement que dans le sens de ce qui est écrit dans mon livre Théosophie, à savoir que je m'engage personnellement pour ces choses, ne connaît sans doute pas ce qui se pratique ici. Souvent, il n'y a même jamais assisté, et il prononce en tout cas une contre-vérité, que ce soit par malveillance ou non. En revanche, il ment si, après s'être souvent trouvé parmi nous et connaissant donc nos habitudes, il affirme avoir constaté, par exemple, un lien quelconque avec le passé ou encore une relation de ce mouvement spirituel avec un autre. Donc, ou il dira par ignorance quelque chose qui n'est pas la vérité, ou il mentira en connaissance de cause. C'est ainsi qu'il faut concevoir toute hostilité à l'égard de ce mouvement. C'est pourquoi il me faut toujours insister sur une chose. Je ne dois taire que les choses dont je sais qu'elles ne peuvent pas encore être communiquées à l'humanité actuelle en raison de son immaturité. Mais je n'ai rien à dissimuler sous prétexte que j'aurais fait un vœu ou autre chose d'analogue en présence de quelqu'un. Jamais rien n'a été introduit dans ce mouvement qui serait venu d'un autre bord. Ce mouvement n'a jamais été spirituellement dépendant d'un autre. Les rapports n'étaient qu'extérieurs. Peut-être les temps viendront-ils où vous aussi vous comprendrez qu'il est bon que vous vous souveniez que je prédis parfois des choses qui ne seront comprises de manière juste que plus tard. Si vous êtes de bonne volonté, il pourra peut-être vous être utile de vous rappeler le sens dans lequel est cultivé le bien spirituel qui doit se répandre à travers le mouvement anthroposophique. Mais il existe une triple pierre de touche pour qui veut distinguer ce mouvement des autres. Le premier point, c'est que ce mouvement se montre à la hauteur des exigences scientifiques et intellectuelles du présent. Prenez les ouvrages que j'ai écrits. Vous verrez, même si tout n'est pas parfait dans le détail, que je m'efforce vraiment de créer un mouvement qui ne travaille pas à partir de l'ancien, du révolu, mais qui connaît bien les moyens scientifiques actuels et agit en accord total avec la conscience scientifique moderne. C'est une chose. Le second point, c'est qu'un tel mouvement a des choses à dire sur les questions vitales du présent, donc par exemple sur la question sociale, et cela de manière véritablement vivante. Essayez donc de comparer le caractère vieillot et étranger à la réalité de ce que d'autres mouvements ont à dire dans ce sens avec ce que notre mouvement propose. La troisième chose, le troisième aspect de la pierre de touche, c'est qu'un tel mouvement est à même d'aider à prendre conscience de ses propres besoins religieux. C'est-à-dire qu'il lie l'explication des besoins religieux à une connaissance profonde de la réalité. Cela peut déjà vous permettre de distinguer ce mouvement de tous ceux qui, à la vérité, ne vont pas plus loin que le sermon du dimanche après-midi, qui vis-à-vis des concepts concrets agissant dans la structure sociale actuelle, tiennent aux gens des discours moralistes, mais qui sont étrangers au monde. Aujourd'hui, une science de la réalité doit pouvoir parler du travail, du capital, du crédit, du rapport à la terre, de l'organisation de la vie sociale, de toutes ces choses dont dépend la vie actuelle,
de la même façon qu'elle sait parler du rapport de l'être humain au divin, à l'amour du prochain, etc. Voilà ce que l'humanité a si longtemps négligé. Trouver comment relier le haut avec le bas, jusque dans les formes et processus concrets les plus immédiats de la vie. C'est ce que la théologie et la théosophie, sous leurs diverses formes, ainsi qu'une orientation occulte, ont négligé de faire à notre époque. Elles parlent, pour ainsi dire, du haut vers le bas, jusqu'à un niveau où ils peuvent dire aux gens « Soyez des hommes bons » et autre chose de ce genre. Mais elles ne sont pas fécondes, elles sont stériles lorsqu'il s'agit d'appréhender vraiment les questions brûlantes, concrètes du présent. La science extérieure parle des choses concernant la vie immédiate, mais elle aussi en étant étrangère à la réalité. Je vous ai montré hier à quel point les hommes sont étrangers à cette vie. Combien savent donc aujourd'hui ce qu'est par exemple le capital? Ce que c'est en réalité? Certes, ils savent que lorsqu'ils ont tant d'argent dans leur armoire, c'est un capital. Mais cela ne signifie pas savoir ce qu'est le capital. Savoir ce qu'est le capital veut dire être au courant de la manière dont fonctionnent certaines choses, certains processus dans la structure sociale. De même qu'il faut, pour l'individu, avoir une connaissance anthroposophique des rapports régnant dans la circulation du sang, qui règle le rythme de la vie humaine, il faut connaître les multiples aspects des pulsations dans la vie sociale. Mais la physiologie actuelle n'est même pas encore en mesure de résoudre de façon matérialiste les questions les plus importantes, celles-ci ne pouvant être résolues que lorsqu'on parviendra à une compréhension anthroposophique de l'homme triarticulé. Que sait par exemple la science actuelle de cette chose capitale? Sur quoi repose la faculté de représentation? Sur quoi repose la volonté dans un certain sens, d'un point de vue purement matérialiste? J'exprime aujourd'hui tout cela car, comme je l'ai déjà dit à propos d'autres choses, j'ai passé 30 à 35 ans de ma vie à faire des recherches sur ce sujet. La représentation repose sur le fait qu'au cours du processus de la circulation sanguine, par exemple, l'être humain a en lui du gaz carbonique, qui n'est pas encore expiré. Quand celui-ci, non encore expiré, circule, c'est la réplique matérielle, la contrepartie matérielle de la pensée. Lorsque dans l'être humain il y a de l'oxygène qui n'a pas encore été transformé en gaz carbonique, de l'oxygène qui est en voie d'être transformé en gaz carbonique, c'est alors, dans un certain sens, le pendant matériel de la volonté. Donc là où en l'être humain l'oxygène n'est pas encore tout à fait transformé et a des fonctions, la volonté est matériellement active. Quand dans le corps humain, il y a déjà du gaz carbonique qui n'est pas encore transformé au point d'être expulsé ou expiré, là vous avez la base matérielle pour une forme de pensée. Mais seule une science de la réalité peut expliquer comment fonctionnent ces deux pôles. Celui des pensées, que l'on peut appeler aussi le pôle du gaz carbonique, et celui de la volonté, que l'on peut appeler aussi le pôle de l'oxygène. Vous ne trouverez dans aucun ouvrage cette vérité telle que je l'ai énoncée devant vous aujourd'hui. Parce qu'on n'éduque pas le pensée à une telle vérité, on ne l'éduque pas non plus à ce qui est nécessaire pour l'être humain d'aujourd'hui concernant la structure sociale. Mais cela doit venir. Cela est nécessaire à notre époque et il faudra ajouter à la question sociale le positionnement psychospirituel de l'être humain dans la société. Ceci a été négligé. Pensez seulement comme ce serait différent si, dans tel ou tel établissement, l'ouvrier était aussi introduit psychospirituellement dans tout le processus dans lequel est engagée la marchandise qu'il produit. S'il comprenait quelle est sa place à l'intérieur de la structure sociale, justement parce qu'il produit cette marchandise.
Mais cela ne pourra arriver que le jour où régnera véritablement un intérêt d'être humain à être humain, tel que peu à peu, il n'y aura plus aucun véritable être humain adulte qui ne soit capable de maîtriser les concepts sociaux les plus importants d'une manière conforme à la réalité. Les temps doivent venir. C'est une exigence sociale, où en qualité d'être humain, on saura tout aussi bien ce qu'est le capital, le crédit, le paiement en espèces, le chèque, au niveau des effets en économie politique. Et on peut le savoir, ce n'est pas si difficile. Il faut seulement que ceux qui sont chargés de l'enseigner le saisissent correctement. De même qu'on sait aujourd'hui que la soupe se mange non pas avec une fourchette, mais avec une cuillère. N'est-ce pas? Celui qui mange sa soupe avec une fourchette commet une absurdité. C'est la même chose pour celui qui ne connaît pas ces choses. Cela doit devenir l'avis général de tous. Alors l'impulsion la plus importante du présent, l'impulsion sociale, sera placée sur une base tout à fait différente. Rendez-vous sur le site soisesprit.info pour consulter et écouter d'autres conférences de Rudolf Steiner. Menu podcast.